Il est surnommé le tueur de DRH. Gabriel Fortin est jugé depuis mardi devant la cour d'assises de la Drôme. Il doit répondre de 3 assassinats. En janvier 2021, cet ingénieur de 45 ans avait conduit un périple meurtrier minutieusement préparé. Il s'en était pris tour à tour à 2 DRH de ses anciens employeurs et à un fonctionnaire de Pôle emploi. Gabriel Fortin ne s'est jamais expliqué. Elisa Trana. Si à la barre cette semaine, il a dénoncé une enquête de personnalité à charge et s'est présenté comme une victime de la société, le périple meurtrier de Gabriel Fortin peut se résumer à cette phrase, extraite de l'ordonnance de mise en accusation. La vengeance froide et déterminée d'un homme intelligent. Vengeance préparée minutieusement. Pendant de longues années, il a épié ses futures victimes. Jusqu'à ce passage à l'acte le 26 janvier 2021. Sur ce parking de la société Knof en Alsace, il abat de 3 balles dans la tête la DRH Estelle Luce. En 2005, jeune stagiaire dans une entreprise d'Eure-et-Loir où travaillait Gabriel Fortin, elle avait été en charge de son licenciement. Sous les ordres à l'époque d'un certain Bertrand M. Lui aussi, l'ingénieur licencié a fini par le retrouver et tenté de l'assassiner sur le pas de sa porte, déguisé en livreur de pizza. Le coup de feu qui, bien heureusement pour lui, bien entendu, ne l'a pas atteint, sans doute parce que l'arme se situait sous le carton de pizza et que l'auteur présumé n'a pas pu cibler, comme il le souhaitait en tout cas, la personne qui se trouvait en face de lui. 2 jours plus tard, 28 janvier, 8h30, Gabriel Fortin pénètre dans une agence Pôle emploi de Valence où il était inscrit entre 2010 et 2013. Il tue de sang-froid Patricia Pasquion, conseillère. Moins d'un quart d'heure après, la DRH Géraldine Caclin est elle aussi victime de la rancune du tueur. Abattue sur son lieu de travail, Faune Environnement, une entreprise dans laquelle Gabriel Fortin avait passé 18 mois avant d'être licencié en 2008. Et on va plonger dans ce procès avec nos invités. Lola Breton, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes autrice de la série Gabriel Fortin, La vengeance dans la peau pour le média Les Jours. Merci d'être avec nous. Maître Hervé Gerby, bonjour, merci d'être là. Vous êtes avocat et vous défendez les sœurs de Patricia Pasquion, cette fonctionnaire de l'agence Pôle emploi tuée par Gabriel Fortin. Caroline Girardon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à 20 minutes à Lyon et vous avez suivi ce procès. Vous allez nous le raconter. D'abord, peut-être, on va rentrer dans le détail du procès, mais pour redresser un peu le portrait de tout cela. Lola, quand on disait périple meurtrier, prémédité, minutieusement préparé, c'est le cas, on l'a vu avec ces quelques images, mais racontez-nous, tout était très pensé dans ce qu'a fait Gabriel Fortin. Tout à fait, Gabriel Fortin s'est fait licencier en 2006 et en 2008 de 2 entreprises différentes. Et depuis ce temps-là, visiblement, il a une dent contre les personnes qui l'ont licencié. Et il a préparé, il a surveillé ces personnes-là. Il a pris des notes, c'est ça ? Il a pris des notes énormément, tous les jours. Tous les jours ? A priori, sur l'évolution de carrière de ces personnes, sur leur adresse personnelle. Et puis voilà, une préméditation, a priori, une préparation des événements, une location de voiture et puis un périple en effet entre l'Alsace et la Drôme. On va revenir sur ces fiches, ce côté compulsif où il prenait énormément de notes sur tous les dossiers. Peut-être, une fois qu'on a rappelé tout ça, comment vous l'avez, vous deux, reçu, revu, ressenti, voilà le mot que je cherchais, dans la cour d'assises mardi quand le procès a commencé. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression ? L'impression de quelqu'un de très froid et de complètement hermétique à toute émotion. Vraiment quelqu'un d'impassible. Il n'y a pratiquement rien qui se dit sur son visage. Il y a eu, on en parlera peut-être après, des moments très forts pendant l'audience. Il n'y a eu aucune réaction, à part peut-être un certain dédain, un certain mépris. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas d'empathie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans la salle d'audience. Maître ? Moi, j'ai été surpris par l'évolution du personnage. On est passé de quelqu'un qui était très mutique pendant toute la période d'instruction. Il arrive dans la salle d'audience et dans le box, on le sent plus observateur que spectateur. Et puis finalement, très vite, on sent qu'il rentre dans sa défense, il parle avec ses avocats, et il regarde, il prend des notes et il fait des observations orales. Donc on a un Gabriel Fortin qui, aujourd'hui, n'est plus le Gabriel Fortin du moment de son interpellation et du moment de l'instruction. Il faut dire que son procès, il l'a préparé. Hein. J'ai lu que dans sa prison, il prend là aussi des notes compulsives sur tout son procès, tout ce qu'on dit de lui. A priori, on a trouvé des notes qu'il a prises pendant l'instruction.
sur les questions qui lui étaient posées par la juge d'instruction. Et puis, en effet, dans son box vitré, là, pendant le procès, on a l'impression qu'il prend beaucoup de notes. Et quand il prend la parole, il a toujours un papier à la main. Donc, a priori, il continue. Moi, je voudrais juste avant le procès, toutes ces années pendant lesquelles il a surveillé ceux qu'il allait tuer, ça me fait penser au film avec Robert De Niro, Les nerfs à vif, où un homme va rechercher le juge qu'il avait fait condamner pour le tuer. Bon. Et est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que pendant toutes ces années, on parle de quelqu'un qui est solitaire, qui vit replié sur lui-même? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années, sinon essayer de suivre, passer du temps à suivre ces gens? C'était quoi sa vie? Alors c'est une vie, finalement, quand on regarde son parcours professionnel, on l'a vu pendant le procès, nous avons sur 10 ans d'activité professionnelle, 2 années où même lui ne va pas répondre, chercher des offres d'emploi. Donc 2 années d'inactivité sur lesquelles on ne sait rien. Ces années d'activité professionnelle, on les connaît, on connaît ses activités à côté, le stand de tir, le vol libre, mais on a 2 années où on a véritablement un trou noir. Après, ce que nous devons nous dire, c'est qu'avec plusieurs dizaines de milliers de fichiers informatiques qui ont été pris dans ces documents, dans ces ordinateurs, ça veut dire qu'il a passé quasiment toute son existence à noircir des documents Word et des tableaux Excel. Il est focus sur sa vengeance. C'est ça? Oui, on peut dire que depuis plusieurs années, il est focalisé sur un certain nombre de personnes dont, pour certaines, le sort a malheureusement été fatigant. Celle qui va tuer. Il y a, au début du procès, mardi, sa mère, Francine, qui va venir parler. Caroline, racontez-nous, parce que c'est effectivement la séquence très forte que vous évoquiez à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, donc, déjà, on voit arriver cette dame, cette petite dame d'un certain âge. On a l'impression qu'elle a une santé un peu fragile. On voit qu'elle marche difficilement, elle s'appuie sur une béquille. On vient lui tendre une chaise sur laquelle elle s'assoit. Et puis commencent les questions de la cour. Et les réponses de cette dame, il faut bien le dire, sont un peu confuses. Des fois, elle répond un peu à côté de la plaque. Des fois, elle s'éloigne de sujet. Alors, certes, le président la bombarde de questions. Donc, je pense que par moments, elle perd aussi un peu le fil. Et puis, on se rend compte, ça fait à peu près 1 heure qu'elle est dans la cour. Derrière à la barre, et nous on se rend compte qu'elle n'avait pas compris que son fils était lui-même dans le box des accusés, juste à côté d'elle, à sa gauche. Et à un moment, le président de la cour lui demande, parce qu'elle explique qu'elle n'est jamais allée voir son fils en détention depuis 2 ans et demi, le président de la cour lui demande qu'est-ce que ça fait de revoir votre fils? Et elle répond, un peu perdue, mais non, mais je l'ai jamais revu. Et il lui dit, mais si, il est là. Et d'un seul coup, elle panique, elle fait, où ça? Où ça? Et le président lui dit, mais là, juste à côté, dans le box des accusés. Et donc là, elle se tourne, elle le voit et elle s'effondre, mais littéralement. Mais vraiment, on voit que c'est sincère, on voit une maman qui est effondrée sur le pupitre, qui pleure vraiment très fortement et surtout qui n'arrive pas à s'arrêter. Elle est complètement sous le choc, elle ne s'attend pas à le voir et elle commence à lui parler en lui disant... mais Gabriel, pourquoi tu ne m'as rien dit? Si tu m'avais dit quelque chose, peut-être que j'aurais pu essayer de t'aider. Et puis là, elle va lui dire, je t'en prie Gabriel, réponds bien aux questions qu'on te pose. Elle parle des parties civiles en disant, ces familles sont dans la douleur, tu leur dois des réponses, il faut que tu leur parles. Alors là, il y a une première chose, c'est que le président demande à ce moment-là à Gabriel Fortin s'il veut adresser un mot à sa mère. Et de façon très froide, il dit non merci. Tourne la tête de droite à gauche et il se rassoit. Et puis plus tard, on y revient. La maman retente sa chance un peu plus tard en essayant de le faire parler. Et là, d'un seul coup, il s'énerve. Il relit en fait la même note qu'il a depuis le début, une note dans laquelle il estime qu'il a été victime de faits, des intrusions chez lui, des vols de vélo, qu'à l'époque, il a écrit aux défenseurs des droits, aux magistrats, au ministre de la Justice, que personne ne lui a répondu et que ces gens-là sont effectivement responsables de ses actions. C'est fascinant parce que cette phrase, le non merci à sa mère en un larmes, dédain, un mépris. Je pense que l'atmosphère dans la cour devait être assez stupéfiant. Ça correspond bien finalement au personnage, à son caractère, à la manière dont il a vécu son mutisme, son enfermement sur sa vengeance. Il s'est isolé, Gabriel Fortin? Tout à fait. Quand il était à Nancy, chez lui, pendant toutes ces années, c'est quelqu'un qui n'avait visiblement pas d'amis, qui était en lien uniquement avec sa mère, un petit peu avec son frère, mais de très loin. Et les gens qu'il côtoyait ne connaissaient rien de sa vie.
Et aujourd'hui, en effet, depuis son arrestation, c'est quelqu'un de très isolé, qui ne parle pas, qui reste dans son secret, finalement. Et là, les quelques mots qu'il a dit n'expliquent rien de la situation. Pardon, mais je vous écoute tous les trois. Est-ce que sa place, j'espère que ça ne va pas choquer ce que je vais dire, mais est-ce que sa place est vraiment dans le box d'une cour d'assises? En tout cas, il n'est pas fou. Les psychiatres ont attesté qu'il est sain d'esprit. Alors après, pour le commun des mortels, ça peut paraître effectivement étrange de voir qu'il est enfermé dans une telle paranoïaque et qu'il n'en sort pas, qu'il est obsessionnel. Hein. On l'a vu avec son ancien flirt d'il y a 30 ans en arrière, qui continue de suivre sur les réseaux sociaux, à qui il envoie des messages. On voit qu'il a ce côté obsessionnel, donc c'est sûr que ça peut faire peur. Mais en tout cas, d'un point de vue des psychiatres, il est sain d'esprit. Et les familles des victimes attendent des réponses. Bien sûr qu'on attend des réponses. Alors, c'est vrai que les psychiatres, il n'y a pas eu de débat. Il y a 2 psychiatres qui ont analysé Gabriel Fortin. Et lorsqu'on les interroge pour savoir s'il y a eu un débat entre eux sur cette question de folie ou d'autres pathologies, ils répondent très clairement à la barre. Non, il n'y a pas de débat. Très clairement, Gabriel Fortin est un paranoïaque et fait partie de la famille des grands paranoïaques. Et ces grands paranoïaques qui sont très méticuleux, qui préparent longtemps à l'avance leur passage à l'acte, ont tout à fait conscience. Ils sont dans un système de pensée qui leur est propre, pour autant ils ne sont pas délirants et ils sont conscients que ce qu'ils vont faire, ce basculement qu'ils vont faire, est effectivement un passage à l'acte du bien vers le mal. Donc ils ne sont effectivement pas fous. Il faut peut-être qu'on dise un mot de Patricia. Vous défendez ces 3 sœurs qui veulent évidemment avoir des réponses. C'est le 28 janvier. Il est 9h, c'est ça, il va rentrer dans cette agence Pôle emploi. Comment il va s'y prendre? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne la cherchait pas, elle, spécifiquement. Il rentre, ça va durer moins de 5 minutes. Il rentre dans le hall sous une fausse identité. On le voit un peu tourner. Et puis, il va aller effectivement abattre d'une seule balle Patricia Pasquion dans son bureau, qui n'a aucune échappatoire possible. La question qui se pose encore pour les familles, pourquoi Patricia Pasquion? Les autres victimes, il les a toutes croisées dans son existence. Elle est DRH de ses anciennes sociétés. Patricia Pasquion, dans ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, l'audience peut-être révélera d'autres choses, il ne l'a jamais croisée, il ne l'a jamais ciblée en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est passé en réalité d'un personnage qui avait une haine personnelle pour un certain nombre de ses victimes à quelqu'un qui a en réalité une haine institutionnelle, et Patricia Pasquion représente l'institution Pôle emploi, représente un peu les échecs professionnels de Gabriel Fortin. Dans le parcours de Gabriel Fortin, on se dit qu'il y aurait pu y avoir d'autres victimes. Probablement, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver, mais quand on s'aperçoit qu'il a suivi son ancien flirt pendant 30 ans, qu'il l'a recontacté sur les réseaux sociaux... parce que c'est très éclairant. Alors, il l'a recontacté via les réseaux sociaux, ils se sont vus, ils ont mangé ensemble au restaurant, elle n'a pas donné suite. Elle l'a trouvé un peu étrange, etc. Mais pendant 2 ans, il continue de la suivre, de regarder ce qu'elle fait, de commenter ses photos sur Facebook ou je sais quel autre réseau, de faire des commentaires sur le physique justement de son nouveau compagnon. Et il la suit. Et elle, souvent ce qu'elle dit, ce qui l'a peut-être sauvée, c'est d'avoir tout simplement déménagé, parce qu'elle aurait pu être sur la liste. On sait aussi que dans ses carnets de notes, il avait marqué le nom de juges aussi qui avaient... justement pas suivi ces dossiers. On peut très bien imaginer que ces juges-là auraient pu être aussi potentiellement des victimes. Est-ce qu'on peut imaginer, Lola, qu'il parle, qu'à un moment il s'explique, ou qu'il explique il parle du fait qu'il est victime, mais est-ce qu'il peut en dire plus? Est-ce que vous y croyez? Honnêtement, dans ce qui s'est passé ces derniers jours, non. Je ne crois pas qu'il s'explique sur les faits, sur ce qui l'a poussé concrètement à faire ça. Ça va peut-être dépendre aussi de la manière dont les questions lui seront posées. Mais ce qu'il a dit pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il ait envie d'aller directement à l'avant des choses et de nous expliquer les raisons notamment de la mort de Patricia Pasquion, par exemple, et des autres. C'est plus de la justification de ces gestes par d'autres biais plutôt qu'une explication claire, ce qu'on voudrait plutôt savoir nous. Est-ce qu'on a des... En réalité, il a parlé. Il avait parlé dans ses multiples notes, dans ses milliers de fichiers. Il a parlé en détention dans ses notes manuscrites, un peu comme le petit poussé pour nous laisser des pistes. Et puis le premier jour d'audience, il vient avec une revendication qui est une revendication écrite, qu'il a préparée, et il nous lit sa revendication dans laquelle finalement il dit « Je suis sur le banc des accusés, mais d'autres devraient y être aussi ». Et il vise d'ailleurs le procureur de la République. Donc,
Il a parlé, il a probablement purgé dès les premiers jours tout ce qu'il avait à dire. Est-ce qu'on a déjà évoqué à l'audience le risque de récidive? Oui. Et alors? On l'a évoqué, je vais vous dire, à mon sens, peut-être pas assez. Du côté des parties civiles, lorsque l'on représente les familles de personnes qui sont décédées, il faut que nous ayons des réponses qui soient des réponses directes et que nous posions des questions qui soient directes. Et la vraie question qui devait se poser à cette audience, sommes-nous certains que depuis son box, Gabriel Fortin n'est pas encore en train d'écrire les noms des personnes sur lesquelles il va se fixer? Et à cette question que j'ai souhaité poser effectivement à Gabriel Fortin, ça a été bien compliqué de la faire poser et puis d'avoir effectivement une réponse. Je pense que sur le risque de récidive, c'est la position des parties civiles, il est énorme. Caroline, est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut se passer quelque chose? Il y a des procès où tout d'un coup une parole se libère, ou la manière de poser une question, comme vous le disiez, ou le témoignage d'une maman, là ça n'a pas marché, d'un frère, ça n'a pas marché, pourrait le faire craquer, ou en tout cas le faire parler. Alors, je partage l'avis de ma consoeur. Non, je ne pense pas. Après, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je ne pense pas qu'il parle, parce qu'effectivement, depuis le début, depuis 15 ans, depuis 2 ans et demi qu'il est en détention, et là, depuis le début de la semaine du procès, il se positionne toujours en victime. C'est pas de sa faute. Donc pour lui, il est vraiment dans une posture, et il est vraiment enfermé là-dedans. Il a l'air complètement persuadé de ce qu'il raconte, que c'est lui la victime, que s'il a été licencié, c'est pas de sa faute, c'est pas pour incompétence, c'est pas pour faute professionnelle, c'est la faute des autres. Que si il n'a pas trouvé de travail derrière, il va pas se poser la question de il n'en a pas cherché, mais c'est parce que justement on n'a pas voulu l'embaucher, on lui a pas laissé sa chance. Donc je vois pas aujourd'hui comment il peut parler, sachant qu'effectivement quand il a eu sa maman en face de lui, et je pense que n'importe qui aurait eu l'un de ses deux parents, aurait vu l'un de ses deux parents s'effondrer comme ça, aurait eu une réaction. Lui, il a été totalement hermétique. Je pense que sa maman aurait pu être une des seules personnes à pu le faire parler. Elle l'a supplié plusieurs fois. Il a été de marbre, il a été glacial avec elle. Je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait arriver à le faire parler. L'expert psychiatre a eu d'ailleurs un mot qui est fondamental, c'est l'empathie. Il n'a aucune empathie pour ses victimes. Donc dès lors qu'il n'a aucune empathie pour ses victimes, il n'a aucune raison de vouloir s'adresser à elle, expliquer effectivement son parcours. Ces victimes n'existent pas, seule subsiste en réalité sa vengeance. Merci beaucoup, merci à vous trois dames sur le plateau d'Affaires suivantes. On va continuer grâce à vous à suivre ce procès, et Maître, on va suivre évidemment l'issue. Merci d'être venu sur le plateau. On se donne rendez-vous dimanche prochain, Dominique, pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes, et tout de suite plonger dans une autre affaire. L'affaire Cédric Jubilard, 2 ans qu'il est en prison. Long format dans un instant sur BFM TV. Bon dimanche.